Il y a une chose que tu apprends en politique, c'est à ne pas compter sur la mémoire ou la reconnaissance, sur la gratitude, etc. Et à savoir honnêtement que ce qu'il reste à la fin, c'est toujours plus les polémiques que les trucs positifs. De toute façon, les trucs positifs, les réformes positives que tu fais, ramènent rarement des gens dans la rue avec des banderoles disant « merci ». Donc c'est tout le problème. Ça m'a surpris à quel point c'est facile de rencontrer, je ne sais pas, un député, un directeur de cabinet d'un ministère. C'est quasiment à la portée de tout le monde, quoi. Vous allez à la sortie de l'Assemblée, vous allez boire un café, en fait vous allez croiser des députés et ils sont là. On pourrait aller les voir si on voulait. On n'y va pas parce qu'on n'a pas cette habitude et en fait, du coup, il y en a qui y vont. Et ceux qui y vont ne sont pas forcément ni représentatifs, enfin il y a un biais qui se crée. Les gens voient plus un impact direct via leur consommation ou non-consommation sur le politique que, par le vote. Ouais, que par le vote. Oui. Comme on est dans une société de consommation, en choisissant nos actes de consommation ou de non-consommation, c'est un acte politique. Je pense que le politique est absolument partout et ce serait une erreur de penser que les gens ne s'intéressent plus aux politiques. Je pense qu'ils contournent d'abord l'autocensure. Il y a beaucoup de jeunes qui se disent « je comprends rien, je n'arrive pas à suivre, moi les partis ne me plaisent pas », mais qui en fait dans leur vie ont une action politique directe sur la chose publique, que ce soit avec des initiatives, des associations. Les associations, c'est quand même pas rien. Quand je discute avec les gens, même qui se revendiquent comme non politisés, sans trop, ils savent ce qu'ils veulent pour la société. Il y a des acteurs anti-gaspi sur toute la chaîne. Nous, on est en amont. Dans le monde, 40% de tout ce qui est produit en globalité finit par être gâché, n'est pas consommé, genre 40%. C'est fou. Et une grosse partie de ça se passe avant que la nourriture arrive même en commerce. Tu te rends pas compte. Avant que nous on arrive, vous aviez déjà un peu eu l'occasion de discuter ou pas du tout? À peine. Moi je m'appelle Antoine, je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Data Politics. Et chez Data Politics, on s'intéresse à la question des lobbies et de l'influence. Et en fait, on crée une plateforme qui a pour objectif de rendre l'influence plus facile d'accès, plus accessible à tous. Et concrètement, en fait, on fournit un outil qui centralise toute l'information sur la vie politique en France, à partir de tout un tas de canaux, la presse, les médias, les réseaux sociaux, le Parlement, etc. Et on est capable de fournir des recommandations d'actions aux personnes qui nous utilisent pour les aider à interpeller les décideurs publics, à réussir leur campagne d'influence. Et en gros, on s'adresse, pour finir le pitch, à deux types de clients un peu différents. À la fois à des lobbyistes déjà pros, donc déjà des experts assez chevronnés de la question du lobbying, vers qui on est plutôt une aide à la productivité. On les aide à faire plus vite, à avoir une veille plus complète, etc. Et puis aussi, et c'est vraiment quelque chose qui nous est cher, c'est d'ouvrir cette plateforme-là à des acteurs moins professionnels du lobbying, pour que des gens qui ont des associations, des startups, des PME, parfois des collectivités aussi, des élus locaux, qui ont moins les codes des professionnels de l'influence, pour les aider à réussir à insérer dans le débat public de nouvelles choses, à faire d'usage d'influence, mais dans le bon sens du terme. Dit autrement, on pense que l'influence, c'est pas un gros mot, et que le sujet, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut aider plus d'acteurs à avoir un accès plus égal à l'influence. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec notre plateforme, mais c'est un projet qu'on met en œuvre petit à petit. Aujourd'hui, on s'est posé des lignes rouges qu'en pratique, on n'a jamais eu à déclencher. Parce qu'effectivement, on s'est dit jamais aider à la corruption. Ça paraît simple, mais en fait... Tu viens de l'écrire sur le poser. Hein. Il y a le lobby de certaines industries. Exactement. Par exemple, les fossil fuels, je parle pour ma part. Ouais, mais c'est des cas extrêmement compliqués parce que c'est difficile de tirer une ligne claire entre des lobbies gentils, des lobbies méchants. La réalité est malheureusement un peu plus complexe que ça. Donc on essaie de se fixer une charte et de se dire on a le droit de refuser un client si vraiment on n'est pas à l'aise avec ces sujets. En pratique, ça ne nous est pas arrivé, mais ça pourrait nous arriver dans le futur.
Je vais y aller parce que on est assez proche. Enfin, moi, donc j'ai cofondé il y a 2 ans, pareil, Nouvelle Air Studio, qui est une agence de communication, mais dédiée à l'engagement social et environnemental. Donc vraiment uniquement focalisée sur ces sujets-là et plus du tout pour des sujets commerciaux ou mercantiles. Alors qu'initialement, je viens de là, des agences de publicité, donc très commerciales. Mais je disais qu'en fait, on avait des sujets un peu, enfin, en tout cas des réflexions assez communes, parce que justement, nous, on s'est posé la question, quel client on accepte, quel client on n'accepte pas en traitant de ces sujets-là, parce que, en fait, évidemment, on a pas mal de clients sustainable native, ou qui sont plutôt vertueux et qu'on va accompagner dans leur communication, dans leur stratégie. Mais on s'est dit, on pense que aussi pour avoir un impact positif sur la société, il faut transformer ceux qui ont une réelle envie authentique. Donc en fait, on a tout un travail d'investigation au départ, presque journalistique, auprès de nos clients pour savoir si vraiment leur envie de communiquer sur leurs engagements, soit environnementaux, soit sociétaux, est authentique, justement, qu'ils ne veulent pas faire du greenwashing. Et ça, c'est hyper important pour nous de le définir. Et ensuite, s'il y a une vraie volonté de se transformer, on se dit justement l'impact, il vient aussi de la mise à l'échelle. Et on ne peut pas justement être trop radicaux, sinon on va se restreindre à un cercle limité d'entreprises. Donc bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même certains domaines, justement, je parlais des énergies fossiles, bon, c'est sûr que là, ou communiquer sur des SUV, là, c'est la ligne rouge qu'on se donne. Enfin, je dirais que c'est super intéressant parce qu'on a des problématiques très différentes. Donc, souvent des clients ingénieurs, ce que je n'avais pas dans ma carrière précédente, où c'était souvent des professionnels du marketing, etc. Souvent, c'est des ingénieurs justement qui ont créé leur start-up, qui ont des problématiques ultra complexes, techniques et un peu ardues, et qui vont demander à des communicants comme nous de rendre plus simple la problématique. Donc du coup, moi, on se retrouve avec mon associé à se plonger dans des sujets assez complexes, mais qui sont très intéressants. Donc de la résine pour les panneaux de bois, donc ça c'est vraiment un sujet voilà, que j'ai découvert à cette occasion, à de la location de vêtements en ligne. Donc justement, c'est des secteurs hyper variés et qui nous plongent à chaque fois dans des problématiques sociétales intéressantes. Plus les différents confinements, la pandémie, etc., qui m'a fait vraiment prendre du recul sur justement le sens de mon métier. Et moi, je suis toujours passionnée de communication, mais je voulais vraiment mettre mes compétences au service de causes qui me rendaient fière et que je trouvais utiles à la société. Et en fait, il y avait certains sujets sur lesquels je ne me retrouvais pas du tout et forcée à communiquer alors que j'y croyais plus et que je trouvais qu'il n'y avait plus du tout de sens. Voire, ça venait vraiment frotter avec mes valeurs personnelles. Puis sur des actions tangibles, justement, pas que sur du blabla ou de la posture, mais vraiment sur de l'action. Et dans les moyens aussi de réalisation, parce que la communication, oui, ça s'accompagne de... L'éco-conception. Donc même au moment où on réfléchissait au concept de notre entreprise, on s'était dit, et si on lançait la première agence éco-conçue du marché ? Donc on est allé voir tout un écosystème d'architectes, de designers qui font de l'éco-conception. Et en fait, on s'est rendu compte que la tâche allait être hyper ardue. C'était trop pointu, qu'on n'allait jamais pouvoir communiquer parce que pour être vraiment éco-conçu, finalement, il y a très peu de médias. On ne peut pas vraiment utiliser le numérique ou alors vraiment dans une forme très austère. Donc comme on recherche aussi l'impact, bon, voilà, on s'est dit, mais par contre, ça peut être des moyens intéressants. Et puis, dès qu'on peut le faire, de réduire l'impact des supports de communication, on le fait, on le propose à nos clients. Donc, c'est voilà, des sites éco-conçus, faire attention à la vidéo, enfin, voilà, des bonnes pratiques. Mais bon. Cool, ok, trop bien. Du coup, je peux enchaîner. Moi, je m'appelle Manon Pagnucco, je suis la cofondatrice de Pimp Up et j'ai cofondé cette entreprise avec une copine à moi aussi. On a vécu en coloc ensemble, c'était un peu le cliché des start-upeuses et tout ça. Mais on a vécu ensemble, on s'est rencontrés à l'école d'ingé et Pimp Up, c'est une solution anti-gaspi pour les producteurs destinée à des particuliers. On valorise tous les produits qui ne rentrent pas dans les circuits classiques sous la forme de paniers qu'on livre en point relais. On a tout recréé en termes de chaîne logistique pour acheminer tous ces produits-là chez des gens chez qui ça n'arrivait pas avant. Et c'est en fait dans l'idée qu'il faut faciliter l'accès à des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour rendre facile
l'accomplissement des réductions de nos quotidiens, quoi. Et du coup, PimpUp, c'est entre autres une solution et on veut que ce soit pratique pour les clients qui consomment chez nous. On a créé la boîte à Montpellier parce que c'était en parallèle de nos études. Et du coup, on a fait un peu l'activité là-bas. Ça nous a permis d'avoir les premières centaines de clients abonnés. Et depuis, on a ouvert à Toulouse en décembre. Et bientôt, ouverture de Paris et ainsi de suite, ouverture d'abord de ville pour étendre le modèle vers une solution plus globale qui permettrait de faire toutes ces courses sur la même plateforme chez PimpUp et que des produits sauvés du gaspillage parce que soit ils sont imparfaits par l'aspect, soit ils ont des dates de consommation courtes mais ça se compte en mois pour les produits d'épicerie salés sucrés, soit c'est des chutes de viande. Enfin, on peut adresser petit à petit toutes les problématiques des producteurs, des transformateurs et le tout en essayant de faire au mieux et d'avoir la chaîne logistique la plus, c'est pas green mais la plus logique et vertueuse possible. Donc les préparateurs de commandes, c'est des personnes en insertion qu'on veut embaucher plus tard dès qu'on internalisera. Les livreurs, au maximum, c'est en vélo cargo dans le centre-ville. Donc c'est un peu cette démarche globale, mais on s'est concentré sur le gaspillage, à la production. On est inclusif sur le type de récolte, par exemple. On ne s'est pas limité au bio parce qu'on ne voulait pas que ce soit... Enfin, on fait tout par logique et par transparence. Donc, s'il y a du gaspillage de partout, on ne voulait pas que le positionnement sur le bio soit perçu comme un positionnement marketing, tourné pour avoir les clients qui ne consomment que du bio, par exemple. Faire les choses par logique. Et dans cette optique d'avoir du sens dans le quotidien, moi, j'ai pas l'impression de travailler, en fait, la journée. Même si, j'en parlais tout à l'heure avec ma mère, j'ai un peu des problématiques de genre PimpUp, c'est mon bébé, et du coup, en tout cas, j'y passe vraiment beaucoup de temps. En plus, j'ai la chance de bien aimer travailler, donc c'est difficile de trouver l'équilibre là-dedans et de me laisser de l'espace mental pour d'autres sujets, comme les réflexions de ce que moi, personnellement, je veux faire de ma vie, etc. On a un modèle on va faire les choses petit à petit, mais dans 5-6 ans, en faisant les choses bien et vite, il y a moyen d'être présent au niveau européen. Et petit à petit, il va y avoir des besoins de recruter des gens qui vont prendre les rôles de dirigeants opérationnels du quotidien. Moi, je vais avoir d'autres rôles et puis surtout avoir envie de faire autre chose, je pense. Mais comment tu te positionnes par exemple par rapport à Too Good To Go ou Félix qui sont aussi dans l'anti-gaspi, mais j'ai l'impression qu'eux ils ne sont pas que en direct circuit court avec les producteurs. Exactement, eux, ils travaillent avec les commerçants, les distributeurs. Les distributeurs, ouais. Disons ça. que la chaîne de production alimentaire, c'est 4 étapes. Tu as producteur, transformateur, il y a le transport, la distribution et chez le consommateur ensuite. Et donc il y a des acteurs anti-gaspi sur toute la chaîne. Nous, on est en amont. Là où c'est plus de la moitié du gaspillage alimentaire qui a lieu avant que la nourriture arrive en magasin ou en commerce, etc. Je n'ai pas trop parlé de chiffres, non mais c'est fou. Dans le monde, 40% de tout ce qui est produit en globalité finit par être gâché, n'est pas consommé, genre 40%. C'est fou. Et une grosse partie de ça se passe avant que la nourriture arrive même en commerce, tu ne te rends pas compte. Ils ne vendent pas leur production parce qu'elle n'est pas homologuée, elle n'est pas normalisée par rapport C'est une des raisons. Mais en fait, c'est un combiné de raisons, d'aléas, etc. qui font que, en global, ça fait vraiment une énorme quantité de produits non valorisés. Et donc, il y a ces normes esthétiques qui ont été créées historiquement parce que dans les supermarchés, il restait les produits un peu différents dans les rayons, donc pour ne pas avoir le gaspillage chez eux. Ou en tout cas pour éviter d'avoir du gaspillage, ils se sont dit on va trier, autant calibrer tout ça, en se disant sûrement qu'il y allait avoir des solutions qui allaient se créer pour le reste. Mais comme c'est plus compliqué pour les producteurs de trouver des solutions de valorisation, que souvent c'est moins avantageux pour eux, et avec tous les coûts logistiques, le temps qu'il y a à passer à ramasser la production, à la trier, ils décident souvent de ne pas la ramasser, et ça reste dans les champs. Selon aussi les fluctuations de l'offre et de la demande, et le prix des fruits et légumes, en l'occurrence, et de l'alimentaire, est régi par un marché comme le prix de l'électricité, etc. Quand le marché est déréglé, les producteurs ils vont être obligés d'avoir des réflexions et des choix à faire entre est-ce qu'on ramasse et on sait qu'on vend à perte, parce qu'il y a tous nos coûts, ou est-ce qu'on laisse. Et à ce moment-là, PimpUp arrive, et nous, on a cet engagement de leur proposer une solution qui est rentable. Donc on leur demande leur prix et nous on s'aligne. Et à côté de ça, on a des clients à qui on explique tout ça et qui
acceptent de payer le juste prix pour ces produits-là. Donc, c'est des particuliers ou tu vends ouais, c'est des particuliers. Ah oui, d'accord. Ouais, des particuliers. Il y a pas de collectivités ou de coopératives. On a des coopératives de producteurs et on est sollicité par des entités cantines scolaires, voilà, des cantines scolaires et tout ça. C'est un autre métier. Nous, on aime bien le particulier, le fait qu'il y a une vraie opération de sensibilisation à faire et sur la durée pour faire accepter aussi que notre version de l'anti-gaspi à nous, anti-gaspi est un mot très galvaudé aujourd'hui, qui veut dire plein de choses. Aucune définition n'est vraiment la bonne, juste souvent c'est synonyme de prix cassé par exemple. Alors que dans ce qu'on commercialise nous, il n'y a que du produit ultra frais comme le reste, il est juste pas valorisé, soit parce qu'il y a des problématiques logistiques, soit parce qu'il n'a pas la bonne forme. Donc au niveau qualité, etc., on est pareil. Et du coup, on ne souhaite pas, par exemple, faire rimer anti-gaspi avec prix cassé. Dans les faits, on est moins cher que beaucoup de solutions, mais ce n'est pas du tout le positionnement qu'on veut mettre en avant. Et du coup, il y a un vrai sujet sur ça. Comment est-ce qu'on fait pour, de manière simple, faire comprendre tous ces trucs-là? Ça fait 5 minutes ou 10 minutes que je parle et en 2 secondes, en tant que marque, c'est un peu nos sujets du moment. C'est un sujet pour toi. Ouais, c'est clairement un sujet pour toi. Je peux tout à fait te rendre service à ce niveau-là, mais ce que je trouve super intéressant, parce que ça fait écho aussi à d'autres problématiques sur les représentations de la société. En fait, aujourd'hui, une tomate, elle doit être de cette forme-là, nanana, pour être belle, alors que je pense que nos grands-parents, ils s'en foutaient pas mal. Au contraire, plus c'était biscornu, plus c'était un peu des légumes ou des fruits authentiques. Et je pense qu'il y a aussi tout un travail, alors là, pour le coup, des communicants, à retravailler sur les représentations collectives, à dire, non, justement, un œuf, c'est pas forcément telle taille. Ah oui, en plus, maintenant, c'est en train de se passer, j'ai l'impression, petit à petit quand même. Mais il y a une grande surface qui avait fait une grande campagne de communication sur c'est Intermarché sur les fruits et légumes moches. Voilà. Donc il y avait des rayons produits biscornus moins chers, un peu moins chers. J'ai pas tout à fait la norme, mais à mon avis c'était de l'ordre de 50% moins cher, donc c'est significatif quand même. Et les rayons classiques à côté. Et à force de comparaison, petit à petit, les clients sont retournés acheter du produit classique et ça ne marchait plus quand il y a le choix. Et c'est ça qui a fait qu'on a créé des normes esthétiques, c'est qu'en ayant le choix et en voyant les deux, on a tendance à prendre le côté parfait. Et je pense qu'on l'a tous fait. Et du coup, alors toi? Oui. Camille. Alors moi, je m'appelle Camille Thibault, c'est mon prénom. Ah, pardon. Non, mais il n'y a pas aucun problème. Ma mère m'appelle Thibault, il y a des amis qui m'appellent Camille, donc c'est vraiment comme vous voulez. Et moi, j'ai fondé avec un vieil ami aussi une start-up qui s'appelle Ecometric. En fait, il y a 2 ensembles. Il y a Ecometric et Datametric. D'abord, je vais exposer Ecometric et après Datametric. Ecometric est spécialisé dans le suivi des micropolluants, résidus pharmaceutiques, pesticides, hormones, tout ce qui peut être rejeté dans les eaux, soit par l'industrie, soit par l'homme, parce que son alimentation, ses méthodes de production. Et on utilise notamment des outils technologiques qui sont issus de laboratoires, comme les capteurs passifs. Donc c'est des capteurs qu'on pose dans l'eau, qu'on récupère 3 semaines après, et on peut faire la moyenne des micropolluants qui sont passés dans le ruisseau. Ça, c'est la première partie. Et la seconde partie, c'est datamétrique, et on fait de l'analyse des données environnementales, pour essayer aussi d'agréger tous les flux de données, et d'expliquer un petit peu comment se passent les choses. Basé sur les données des capteurs, ou c'est même pas forcément... Non, de l'API, de l'open data... les capteurs, ce sont des capteurs passifs, c'est-à-dire que c'est vraiment de la chimie. Il n'y a pas de boîtier électronique dedans, c'est vraiment un polymère entre deux couches qu'on lance dans l'eau et qu'on récupère après. Il n'y a pas de... Donc pour revenir aussi bien à Datametric qu'à Ecometric, le but du jeu c'est d'évaluer la présence autour de nous de ces micropolluants et derrière de donner ces informations à qui pour qu'ils agissent. C'est une très très bonne question. C'est le commanditaire. C'est-à-dire que nous, on aimerait énormément travailler avec les services publics, ce qui tend à se faire. Mais le capteur passif dans lequel on est spécialisé est un précaré qui était encore assez peu connu de tous et avec un cahier des charges un peu complexe. Il faut vraiment imaginer que ça sort de laboratoire et que l'utilisation était un petit peu compliquée. Mais nous, on s'adresse à quiconque nous demande, c'est-à-dire ça peut être des grosses entreprises qui sont elles-mêmes vigilantes, je ne sais pas si c'est pour anticiper la législation ou pour conformité ou par véritable volonté de RSE, qui font aussi appel à nous pour essayer de rejeter,
de comprendre ce qu'ils rejettent, comment, même dans les stations d'épuration, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on travaille partout où il y a des masses d'eau, donc des rivières, salées, non salées. Partout où il y a de l'eau. Mais concrètement, si vous voyez justement, vous mesurez des pesticides dans l'eau, vous allez voir les producteurs de pesticides en disant attention, là, vous rejetez. Alors ça, c'est très compliqué parce qu'il y a les endroits où on retrouve les traces de pesticides qui ne sont pas forcément les pollueurs. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, celui de l'agriculture. L'agriculture, l'usage des pesticides dans l'agriculture est généralisé, quasiment obligatoire quand on est dans des modèles productivistes. Et ça, on va le retrouver dans des eaux qui n'appartiennent pas aux agriculteurs, mais des eaux de tout le monde, de l'eau, quoi, la res communes, enfin l'eau, partout où elle est. Donc là, nous, on intervient en fait là sur les diagnostics de contamination, d'essayer de comprendre d'où viennent les pollutions, comment elles se répandent, avec des choses un peu complexes. Le bassin versant, quel fleuve, alors là je vais vulgariser parce que moi-même, c'est pas moi qui le fais, mais quel fleuve alimente quel autre petit ruisseau, ce genre de choses. C'est-à-dire que donc, on place les capteurs, on analyse, on fait absolument tout. On place les capteurs, on analyse en laboratoire, on fait les rapports d'interprétation et on donne des recommandations sur ce qu'on pense voir. D'un point de vue réglementaire, aujourd'hui, il y a des mesures obligatoires sur lesquelles oui, vous alors, pouvez c'est une très très bonne. Surfer ou... Alors aujourd'hui, il y a une obligation de surveiller la qualité des eaux, ouais. Et souvent ça se fait en ponctuel. C'est-à-dire qu'on arrive, on prélève de l'eau et on regarde ce qu'il y a dedans. Donc en fait, la représentativité de la qualité de l'eau, elle est à l'instant T, c'est-à-dire le moment où on a récupéré l'eau. Nous, c'est vraiment de l'échantillonnage sur de longue durée, oui, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas le capteur, et donc ça nous permet vraiment de voir tous les micropolluants qui sont passés. Et c'est, je sais pas, moi, imaginons... En gros, tu dis il y a des mesures obligatoires, mais c'est pas les bonnes mesures. Alors si, c'est des bonnes mesures, mais disons qu'elles ont des avantages et des inconvénients, et tu peux laisser passer des traces de pollution parce que tu n'étais pas là au bon moment. Ou inversement, ne pas en relever alors qu'il y en a parce que c'est pas le bon jour. Enfin, je crois que c'était déjà arrivé. Exactement, bien sûr. J'ai oui, entendu une histoire comme ça. Voilà. Et en plus, la technologie de captage passif permet d'avoir des seuils de détection beaucoup plus faibles. C'est-à-dire que nous, on retrouve des traces qui sont quasiment invisibles par l'échantillonnage ponctuel. Okay. Voilà. On a gardé Najat pour la fin. Oui, mais c'est intéressant parce que du coup, ça va me permettre de rebondir sur ce que vous dites les uns et les autres. Donc, première réflexion par rapport à vos interrogations sur dans quelle mesure une entreprise a vraiment du sens, en tout cas quand elle s'engage, fait du greenwashing ou n'en fait pas, etc. J'étais en train de me faire la réflexion que c'était quand même assez agréable d'avoir comme activité professionnelle, donc la mienne en l'occurrence, d'être tout simplement dans une ONG pour laquelle la question de la raison sociale ne se pose pas ou se pose moins. C'est-à-dire que c'est assez évident. Donc moi, One, c'est une ONG qui... en gros, lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde et ce qu'on appelle les maladies évitables, c'est-à-dire les maladies qui ont des traitements, mais dont les traitements ont un coût si exorbitant que généralement ça n'arrive pas jusqu'aux populations les plus vulnérables qu'on trouve en particulier en Afrique subsaharienne ou dans d'autres régions. Et donc, en fait, notre façon de procéder, donc notre raison sociale est assez claire, et notre façon de procéder, et là aussi je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est justement cette question de l'influence, du lobbying et tout ça, et en t'écoutant, je me disais, c'est marrant comme on se sent toujours obligé de préciser influence au sens positif, lobbying au sens positif, alors que, enfin, à un moment donné, il faut comprendre que... le pouvoir politique, puisque j'ai eu l'occasion par le passé de l'exercer aussi, est rarement livré à lui-même pour prendre des décisions et qu'il y a un jeu d'influence qui se fait autour de lui, en effet, qu'on le veuille ou pas, et que toute la question qui se pose, c'est dans quelle mesure est-ce que ceux qui vont chercher à influencer ou à lobbyer, si vous voulez, sont suffisamment représentatifs d'une sorte d'intérêt général. Et pour être représentatif d'un intérêt général, il faut un équilibre, il faut qu'il y ait de tout dans les lobbies et une diversité à nouveau, donc on en revient à la diversité. Une diversité. Or, le vrai problème aujourd'hui, c'est cette absence de diversité pour le coup dans ceux qui vont jouer de l'influence et du lobbying. Et cette absence de diversité fait que quoi ? Et ça a été documenté par la science, hein, fait que quels que soient les pays que vous preniez, les démocraties, je veux dire, que vous preniez, eh bien, ce sont des gens qui sont donc élus, les responsables politiques, mais à la fin, les décisions qu'ils vont prendre vont plutôt généralement refléter les desiderata de quelques-uns,
d'une élite plutôt que du grand nombre, parce que c'est l'élite qui aura le plus fait jouer cette influence, ce lobbying, etc. Et donc tout le sujet pour régénérer nos démocraties, c'est vraiment de faire en sorte que le plus grand nombre possible fasse jouer cette influence et ce lobbying. Et soyons clairs, quand on dit influence et lobbying, je sais que dans l'imaginaire collectif, on imagine des lobbyistes en train d'acheter, en plus on a eu l'affaire du Qatargate, etc., d'acheter des élus, des choses comme ça. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Ça peut arriver visiblement avec le Qatargate, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. La façon dont le lobbying ou l'influence se fait aujourd'hui, et je parle à des professionnels, mais c'est plutôt la façon dont on va imprimer le débat public, c'est-à-dire en montant, quand on est une grande fortune, des think tanks qui vont marteler un message à longueur de temps, en s'achetant des médias parfois. Il y a des groupes de médias entiers qui sont aux mains de quelques grandes fortunes aujourd'hui et qui vont toujours aller dans un certain sens, en détournant finalement l'opinion publique de certaines réflexions, de certains sujets, comme par exemple la lutte contre les inégalités, pour vraiment l'amener de façon obsessionnelle sur certains sujets périphériques dans les faits, comme par exemple la question de l'immigration, mais dont on va faire le sujet vraiment central de tous nos débats publics. Donc en fait, moi, c'est tout ce sujet-là qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on rééquilibre un petit peu. Et donc, je crois qu'il faut d'abord permettre à la société civile, les ONG, les associations, etc., de se professionnaliser dans cette influence et ce lobbying pour le faire vraiment. Et puis, de manière générale, faire prendre conscience aux entreprises qui le veuillent bien, aux citoyens qui veulent s'engager, qu'ils ont un pouvoir d'action, quoi. Voilà. En fait, la noblesse de la chose publique, en fait, de la politique, on l'a un peu perdue parce que justement, il y a eu trop de scandales, de corruption, et puis justement une partie de la classe politique qui s'est coupée finalement des volontés du peuple, enfin du plus grand nombre. Et aujourd'hui, on a l'impression que la politique, elle rend des comptes soit à son parti, soit vraiment une minorité. Et du coup, moi, ça m'amène à une autre réflexion, c'est le fait que justement, comme il y a eu cette défiance, il y a de plus en plus de collectifs qui se créent de la société civile pour justement combler un peu ce vide qu'on a ressenti ces dernières années sur justement le manque d'impact de la politique ou des politiques, pour justement agir en direct. Donc tous ces mouvements pour un réveil écologique, voilà, des mouvements qui viennent de la société civile. Et puis là, on voit, c'est des sujets très particuliers. Par exemple, là, stop les grandes bassines. Là. Donc c'est un mouvement qui va être créé là-dessus. Il y a Loom, un mouvement qui va se créer justement sur la mode en mode climat pour lutter justement contre la fast fashion. Et finalement, c'est moins des grands débats de vision de société parce que justement, il y a peut-être eu cette défiance sur on va refaire le monde, mais on va s'accrocher à des sujets plus particuliers. Et là, c'est vraiment des collectifs de citoyens qui vont se mobiliser, ou même l'affaire du siècle. Alors là, bon, après, ça a été aussi porté avec des ONG, justement, et ça a déployé la puissance. Mais au départ, c'était quand même des individus qui se sont justement rassemblés en se disant ça suffit, l'État se doit d'avancer sur le changement climatique et on va l'assigner en justice. Enfin, et je trouve que ça redonne, en tout cas moi personnellement, ça me redonne de l'espoir et de l'optimisme sur l'impact que nous, citoyens, pouvons avoir, qu'on a un peu perdu effectivement en politique. C'est super qu'on fasse ça, c'est ce transfert vers le politique que je pense qu'on doit pouvoir faire mieux. Parce que sinon, on fait plein de petites choses géniales à nos échelles respectives, mais finalement, l'impact le plus grand, on va pas assez le chercher, je pense. C'est pas notre faute à tous, on fait ce qu'on peut dans le périmètre qu'on a, mais voilà. Non, mais là où tu as raison, c'est qu'à un moment donné, justement, ces collectifs, c'est quoi leur objectif à la fin? C'est de faire évoluer la loi, c'est justement soit assigner en justice carrément l'État. Bon, ça c'est. Mais donc, du coup, ça devient de la politique. De toute façon, le but ultime, c'est de la politique. Mais ça naît, je trouve, de vos projets sont politiques. Complètement. Ah bah oui, c'est vrai. Vos 4 projets. Bien sûr. Les gens qui refuseraient de le dire. Mais, moi, j'aimerais juste parler de la cartographie des médias du monde diplomatique qui sort chaque année et qui est vraiment extraordinaire. La concentration des médias entre quelques mains. Complètement, ouais. Et de manière générale, même avec de l'indépendance, etc., le sujet, c'est celui de l'agenda.
C'est qu'est-ce qu'on pousse comme sujet, de quoi on fait, autour de quoi on fait de la mousse alors qu'il n'y avait pas beaucoup de savon. Et à contrario, là où il y avait beaucoup de savon, on en parle à peine. Enfin, vraiment, c'est... moi, je pense que c'est cet agenda. Et puis, par ailleurs, je pense qu'il y a une relation très directe entre cet agenda médiatique, la façon dont il fonctionne, la concentration, etc., et le regard qu'on porte sur le politique. Parce que le désenchantement qu'on éprouve à propos du politique, on ne peut pas, franchement, uniquement dire que c'est parce que les politiques seraient de piètre qualité aujourd'hui, que je ne sais pas quoi, ils s'intéressent moins à l'intérêt général. Ou... Non, je veux dire, il y en a, sans doute, ok. Mais il y a aussi un sujet, de quelle façon est-ce qu'on parle du politique, on le raconte. Et en fait, quand pendant des années, on a été biberonné à un récit du politique qui n'est fait que des arrière-cuisines très peu ragoûtantes, je sais pas quoi, des trahisons, des coups fourrés, des machins entre eux dans leur parti et tout ça, on n'a plus du tout envie de croire, comme simple lecteur, observateur, que le politique peut servir à quelque chose d'utile. Et moi, franchement, à la fois, je trouve ça fabuleux, et c'est vrai que j'en connais beaucoup, des start-up, des ONG, etc. Il y a une jeune génération qui se saisit, comme tu disais, des sujets et qui dit, bah voilà, moi la solution je l'ai, plutôt que de chercher à vous convaincre, vous les politiques, je vais vous démontrer que ça marche. Je trouve ça absolument fabuleux. Et en même temps, ça m'inquiète un peu parce que je me dis, mais cette énergie-là, on aimerait bien la trouver sur le politique directement, quoi. Parce qu'à contrario, dans les partis politiques, tu n'as quasiment plus de jeunes, quoi. Je veux dire, voilà, donc c'est... À certaines exceptions près, effectivement. Ouais. Et dans un sens, parfois, quand on commence, on fait quelque chose en premier, puis on arrive avec un bagage, tu vois, on marche, on fait son petit chemin, et puis au moment où on est prêt, qu'on a assez de bagages justement pour, à la limite, c'est pas intéresser, mais il y a quand même une multitude de personnes et peu de finalement personnalités politiques, donc il faut avoir un certain poids. Là, on met un pied dedans et on peut avoir plus de retentissement. Enfin, je crois que Too Good To Go et Phoenix participent activement à des décisions politiques sur la partie anti-gaspillage, mais il faut atteindre un certain niveau. Je pense que c'est le cas pour tous les sujets. Bah justement, je suis pas sûr. Enfin, en gros, moi, je suis nouveau dans le métier de l'influence et ça m'a surpris à quel point c'est facile de rencontrer, je sais pas, un député, un directeur de cabinet d'un ministère. C'est quasiment à la portée de tout le monde, quoi. Il y a même vous allez à la sortie de l'Assemblée, vous allez boire un café, en fait, vous allez croiser des députés, et ils sont là. En fait, c'est plus vrai d'ailleurs en France que dans d'autres pays. Parce que comme nous, on est une ONG qui est basée dans plein de pays différents, en effet, ce que tu dis est juste. Je suis frappée de voir à quel point nos collègues des autres pays, je sais pas, par exemple en Afrique, nous disent mais jamais on a accès aux responsables politiques comme vous y avez accès. Et je veux dire, ça n'a rien à voir avec ma personne, etc. Je veux dire, mon équipe plaidoyer, c'est en effet très facile pour eux. Donc en fait, ils sont là, on pourrait aller les voir si on voulait. On n'y va pas parce qu'on n'a pas cette habitude. Et en fait, du coup, il y en a qui y vont. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et ceux qui y vont ne sont pas forcément ni représentatifs, enfin, il y a un biais qui se crée entre toute cette force de la société, toutes les initiatives citoyennes et ce qui finit effectivement aux oreilles des personnes qui prennent les décisions. Et elles font, je pense, souvent, et je rejoins ce que tu disais, en tout cas, j'ai beaucoup moins d'expérience que toi, mais de ce que j'ai vu en un an, elles font assez souvent du mieux qu'elles peuvent, finalement, en majorité en tout cas. Mais elles ont ce biais de sélection des personnes avec qui elles parlent qui fait que... Ouais, mais moi quand même, enfin, j'ai quand même cette vision de la politique où, moi j'ai été biberonnée par des parents très engagés quand j'étais enfant. Ils avaient une vision de la société. Donc il y avait quand même, et puis ils étaient beaucoup dans les manifs, etc. Donc il y avait une lutte commune, on va dire. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a eu vraiment, alors après c'est un peu des banalités ce que je vais dire, sur la montée de l'individualisme, etc. Mais justement, il n'y a plus vraiment, en politique en tout cas, le sens du collectif, je le retrouve vraiment beaucoup dans justement ces mouvements un peu plus spontanés des citoyens. Mais dans la parole politique, je trouve que c'est beaucoup des guerres un peu politiciennes, et il n'y a plus vraiment... Enfin, aujourd'hui, d'aventure collective. Oui, d'aventure collective, et puis aussi de réflexion, de vision. Dans quelle société on a envie de vivre. Et ça, quand même, bien sûr, il y a eu la chute du bloc communiste, etc. Et je trouve que depuis que finalement, il n'y a plus cette opposition de deux visions du monde, il n'y a plus de vision du monde tout court, quoi. Et que finalement, oui, alors il y a cette urgence écologique, donc
quand même, il y a des sujets, mais même le parti, en tout cas en France, écologique, quel projet de société, c'est pas très clair. Oui, en parti écologique, effectivement, je pense que c'est pas très clair. Et moi, je suis écolo dans le sens où voilà, j'ai envie d'être respectueuse de l'environnement, de la planète et surtout de notre humanité, mais je ne me retrouve pas forcément dans ce parti-là, en fait. Quand j'ai fini d'être ministre en 2017, j'ai fait un tour pendant 2 ans dans une entreprise qui s'appelle Ipsos et qui fait des enquêtes d'opinion publique. Et donc, du coup, j'étais en charge des enquêtes internationales. Donc, en fait, j'ai pas mal regardé, c'était un beau poste d'observation, ce qui se passait dans la tête des gens. Et en fait, j'ai compris une chose que je n'avais pas forcément compris quand j'étais moi-même en politique, c'est que le moteur principal du vote ou de la mobilisation politique. Je ne parle pas de la mobilisation citoyenne, associative, mais de la mobilisation politique qui passe notamment par le vote. C'est un moteur négatif. C'est la peur, c'est le rejet. Et si tu veux, à un moment donné, les partis, je ne dis pas qu'ils passent leur temps à faire des enquêtes d'opinion pour comprendre quel est le moteur et ce qui va driver, hein, mais quand même, ils finissent par le voir, ça. Et donc, du coup, chacun va construire un discours qui va s'appuyer sur quelque chose une passion négative. Donc en fait, le rejet pour le Rassemblement national, la peur, enfin toute la dimension ultra-sécuritaire parfois pour la droite, par exemple, la peur du chômage. La peur du chômage, ou le fait d'agiter toutes les problématiques des inégalités, etc. Le fait d'agiter évidemment la fin de la planète pour l'écologie. Bon, donc en fait, je pense que depuis quelques décennies quand même, la raison pour laquelle on n'a plus de discours positif, comme tu dis, général, elle tient à ça. C'est parce qu'en fait, dans les urnes, tu vois la différence selon le discours que tu as emprunté. Donc en fait, c'est aussi ça, cet imaginaire collectif qu'il faudrait réussir à changer. Mais est-ce que les gens attendent encore du politique qui leur dessine une vision de société ? Je pense que le politique est absolument partout, et ce serait une erreur de penser que les gens ne s'intéressent plus aux politiques. Je pense qu'ils contournent d'abord l'autocensure. Il y a beaucoup de jeunes qui se disent « je comprends rien, je n'arrive pas à suivre, moi les partis ne me plaisent pas », mais qui en fait dans leur vie ont une action politique directe sur la chose publique, que ce soit avec des initiatives, des associations. Les associations, c'est quand même pas rien dans la vie politique. Et ouais, on peut pas oublier tout ça. Et je pense qu'à notre échelle, ça compte autant que quand on va voter. Il y a toujours un décalage entre la réalité de ce que les gens vivent et son impact concret dans le monde politique. Donc je pense que c'est qu'une question de temps. Et moi, quand je discute avec les gens, même qui se revendiquent comme non politisés, sans trop, ils savent ce qu'ils veulent pour la société. Pour moi, aujourd'hui, le premier vote, c'est la consommation. Les gens voient plus un impact direct via leur consommation ou non-consommation sur le politique que... par le vote. Ouais, que par le vote. Oui. La seconde main, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Comme on est dans une société de consommation, de toute façon, justement, en choisissant nos actes de consommation ou de non-consommation, c'est un acte politique. Mais tu vois, regarde par exemple, c'est intéressant ce que tu viens de dire, j'étais en train de réfléchir. En effet, on a l'impression que c'est quasiment plus efficace de se comporter en consommateur. J'ai le souvenir d'il y a quelques années, une série de consommateurs qui avaient boycotté Danone, par exemple. Bon, c'est plus efficace de se comporter en consommateur pour passer un message, parce que quand tu boycottes une entreprise, tout de suite son chiffre s'en ressent, et donc il se passe un truc. Que de faire la même chose en boycottant les urnes, c'est-à-dire en s'abstenant à l'égard du politique. Et en fait, ma question, c'est est-ce que tout ça ne tient pas aussi aux règles qui entourent ces différents mondes ? C'est-à-dire, si dans le monde politique, on comptabilisait les abstentionnistes et que ça avait un sens, qu'on disait, si vous obtenez moins de X% de votes véritables, on refait l'élection, ou quelque chose comme ça, je suis sûre que ça entraînerait une plus grande attention à ces comportements, finalement, de vote avec les pieds, quoi. Clairement. Ou même changer les modalités de vote. Ouais, donc changer les modalités de vote, à mon avis, c'est pas anodin du tout. Ce qui est certain, c'est qu'on a un système qui est une forme d'essoufflement sur le choix de nos représentants. Et la preuve, je trouve, en ce moment, c'est intéressant, c'est tragique, intéressant, vous choisissez l'adjectif que vous voulez, mais demain, il y a les grèves. On n'a pas réussi à trancher dans la présidentielle la question des retraites, en fait. Et aujourd'hui, tout le monde continue à lire, c'est fascinant, le rapport du corps. Chacun, il dit ce qu'il veut, l'interprète comme il veut. Tout le monde lit les mêmes chiffres et les mêmes graphiques, mais il y a à peu près 60 millions d'interprétations des faits.
y compris. Il n'y a pas eu débat. C'est clair, génial. Et il n'y a pas eu débat. Et donc c'est là où je voulais en venir, c'est que pour moi, un acte fondamental du fonctionnement démocratique, c'est le débat. Et on n'a pas eu débat vraiment dans cette présidentielle pour plein de facteurs sur lesquels on ne va pas forcément revenir là. Mais, et moi, je me souviens que j'ai toujours eu un intérêt pour la chose publique. Je me souviens quand j'étais ado, j'attendais les débats. J'attendais le soir quand il y avait un débat, je mettais France 2, j'étais excité à l'idée de regarder un débat politique, quoi. Oui, moi aussi. Mais... et alors, je sais pas si c'est moi, peut-être. Il y en a moins qu'à une période. J'ai peut-être changé. Je ne sais pas si c'est moi qui ai changé ou si c'est les débats qui ont changé. Mais d'abord, il y en a moins qu'une période. Tu as absolument raison, parce qu'en fait, les politiques ne veulent plus prendre ce risque-là. Et donc, le risque, c'est vis-à-vis de quoi? De leur image, si jamais le débat ne se passe pas bien pour eux, parce que du coup, maintenant... Oui, exactement. Parce que là, tu peux isoler un petit morceau où il est en difficulté, etc. Et avoir beaucoup d'influence après sur... Cet acte fondamental du débat, j'ai l'impression qu'on l'a un peu perdu et qu'il fait que... J'entendais un philosophe dire... dimanche sur France 5 que la démocratie c'est une façon de résoudre nos désaccords et la violence. Enfin, plus une société est violente, moins elle est démocratique, parce que ça veut dire qu'en gros on n'a pas réussi à résoudre différemment nos désaccords. Et en fait, on résout plus les désaccords par l'élection présidentielle. Mais tellement. Non, mais je suis tellement d'accord avec toi. Et je pense que ça fait partie du problème. Oui, contre toute attente, je suis complètement d'accord avec toi. Contre toute attente, en fait, on manque de débat. Je veux dire, parce que peut-être que certains tireraient comme conclusion, mais arrêtez de nous saouler avec les débats politiques et tout ça, alors qu'en fait, non, on manque de débat au sens vrai débat. Mais pour avoir le vrai débat, il faudrait d'abord être d'accord sur un constat. Ouais. Et les retraites, c'est le bon exemple, parce qu'on n'arrive pas à être d'accord sur un constat. C'est clair. On peut même plus faire des débats sur les propositions. Mais le pire, c'est que ça vaut aussi bien pour les réformes politiques que pour les sujets de société, la façon dont les intellectuels prennent parti ou les activistes prennent parti pour telle ou telle position. Par exemple, moi, je me faisais la réflexion récemment, vous vous souvenez, quand Elisabeth Badinter a dit quelque chose qui a beaucoup déplu aux féministes. D'ailleurs, je me souviens même plus sur quel sujet c'était, peu importe. Mais enfin, grosso modo, voilà une figure d'une intellectuelle qui a été quand même très respectée, qui, à mon avis, a fait quand même beaucoup de petits ou petites, entre guillemets, grâce à son travail de l'époque, et qui, soudain, apparaît dans le paysage médiatique comme étant en contradiction très forte avec la nouvelle génération d'activistes féministes. Je ne sais plus sur quoi elles n'étaient pas d'accord. En tout cas, je me suis fait la réflexion à ce moment-là, parce que le truc a pris une forme tout de suite très polémique, violente sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais il y a un moment où on va avoir un espace de débat dans lequel on va la voir, elle, une jeune activiste féministe d'aujourd'hui, et puis on va se parler sans se jeter des noms d'oiseaux, de wokisme, de je sais pas quoi à la tête, et juste parce que ce serait formidablement intéressant de comprendre comment est-ce qu'en se disant toutes les deux féministes, on peut ne pas être d'accord à ce point-là. Et en fait, ces créneaux de débat n'existent pas. Donc c'est vrai pour le débat politique, mais aussi intellectuel, activiste. Donc on s'enferme chacun dans des bulles où de toute façon on n'est pas d'accord et on s'aime pas. C'est la culture du clash. C'est la culture du clash. Culture de débat. Et il y a quelque chose d'important, c'est que les réseaux sociaux ont aussi, à mon avis, modifié notre façon de penser le débat et l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, polarisé en fait les réseaux sociaux. Même dans la manière de faire, quand je vois les gens sur leur téléphone portable, moi j'essaye d'utiliser le moins possible mon téléphone portable, c'est un aspirateur à concentration et c'est en permanence des clips de 10-15 secondes et on ne peut pas se concentrer plus longtemps que 10-15 secondes. Et c'est de l'opinion et c'est plus de la réflexion en fait. Et c'est le fameux like, quand même, ça nous a quand même déformé la réflexion, quoi. C'est j'aime pas. Ah non, un débat, ça va beaucoup plus loin que ça, effectivement. Et la jeune génération est très dans les petits snackable content. Je crois que c'est pas que la jeune génération. En même temps, moi, je crois quand même que je crois quand même qu'il y a beaucoup de personnes. Dans la première vie de Data Politics, on était une plateforme d'aide à l'utilisation de la data pour les médias. Et donc à ce moment-là, on a fait beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et on postait des contenus en propre pour démontrer la capacité de la plateforme à traiter des sujets journalistiques, avec toujours au centre une analyse de données, mais toujours un peu cette idée de c'est plus compliqué que ça, quoi. N'en restez pas au premier graphique, il faut voir le sujet de différentes manières, etc. Et on a eu au sommet de ces actes-là 15 000 personnes qui nous suivaient, ce qui à notre échelle était beaucoup, parce qu'on était vraiment tout petits, et on venait de commencer. Et vraiment, il y avait une communauté de gens qui suivaient ça.
et qui nous disaient, qui nous écrivaient tous les jours, mais merci de remettre de la sérénité dans le débat, merci d'avoir les violences, l'explosion des violences, c'est le genre d'analyse qu'on faisait, c'est si on regarde ce chiffre-là, oui, mais en fait, plutôt plus compliqué que ça, et puis en plus, dans les commissariats, l'accueil a changé, donc en fait, on ne peut pas conclure ça, par contre, on peut conclure ça. Et du coup, c'est pas du 2 secondes par rapport à ce que tu disais. C'est cool parce que je trouve que ça expose bien l'intérêt de la data. Ouais, c'est du 1 minute 30, tu regardes les slides, c'est sur Insta, tu scrolls, ça te fait réfléchir. Et moi, j'ai trouvé plein de gens qui avaient envie de ça. Et j'ai envie de croire, mais c'est peut-être mon côté idéaliste, qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de ça aussi. Je ne dis pas que les gens n'en ont pas envie. Attention, c'est pas ce que je dis. J'ai dit que leurs habitudes, comme nos habitudes de consommation, on est aussi très... Je veux dire, les GAFAM font tout pour qu'on passe du temps à binger des contenus sans intérêt. On n'a jamais eu accès à autant de connaissances dans le monde. Aujourd'hui, je veux dire, quand on a Internet, on a accès à absolument tout et n'importe quoi. Et pourtant, on fait assez peu de connaissances. Les graphiques, c'est très bien, mais c'est pareil, ça demande un temps de concentration pour lire correctement un graphique, pour comprendre quelles sont les sources de la donnée, comment elle a été traitée, dans quelle perspective. Et de la même manière, je ne vais pas citer Bourdieu, mais la fabrication de la vie, c'est pas non plus quelque chose qui est complètement autogénéré, et on a forcément des interactions avec son milieu. Là, vous voyez, on est dans une salle avec des bibliothèques, je trouve très belles d'ailleurs. Et bon, ça me rappelait mes jeunes années où j'allais à la bibliothèque chercher de l'info, justement, qu'il n'y avait pas Internet, etc. Mais je trouvais que déjà, dans la démarche d'aller à la bibliothèque, aller chercher dans un livre, on apprend beaucoup plus de choses parce que justement, on se prend en main, etc. et qu'on n'est pas biberonné à la donnée. La donnée où l'information ne nous vient pas, c'est nous qui faisons la démarche. Et déjà, dans cette démarche active, on commence à apprendre. Et du coup, on mémorise beaucoup plus. Et là, je vois effectivement, j'ai 2 ados à la maison, évidemment qui vont plus à la bibliothèque, etc. Et dès qu'ils ont besoin de faire un exposé, etc., hop, ils vont sur Internet. ChatGPT. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Non, ChatGPT. Bon, alors heureusement, ils ne connaissent pas encore. Pour revenir à ce qu'on disait avant, je ne suis pas sûr que les deux soient incompatibles, le format rapide, les trucs à la TikTok, mais il y en a un les qui quelques secondes, annihile etc. l'autre. Je pense que c'est une manière cool de l'utiliser, c'est une façon d'attirer des gens pour aller creuser ensuite en profondeur. J'ai envie de croire que fondamentalement, il y a encore beaucoup de gens, y compris parmi les jeunes, qui ont envie de faire ce travail de c'est plus compliqué que ça, pour faire simple. Mais il faut produire aussi du fond. Et je veux dire, nous, on a une responsabilité. On se posait la question avec Ecométrique de produire des capsules pour essayer de vulgariser certains concepts scientifiques qui, en fait, nous regardent tous. On est en train d'essayer de les produire. C'est du temps, c'est de la réflexion. Si on fait des formats de plus de 10 minutes, les gens ne vont pas trop accrocher. Donc, Je suis membre du jury d'un truc qui a vu le jour il y a 2 ans de ça à peu près, qui s'appelle l'Académie. Il y a 2 jours. L'Académie des futurs leaders. Donc, je ne sais pas si c'est comme un peu le collège citoyen et tout ça. C'est une série de structures comme ça qui ont émergé et dont la vocation est de permettre à des gens qui ne faisaient pas de politique, qui étaient dans la vie boulanger, associatif, ou ce que vous voulez, banquier si vous voulez, mais qui soudain se disent mais en fait peut-être que je devrais me lancer dans une élection, mais qui n'ont aucun des codes de la politique, et donc ils vont venir suivre une espèce de formation dans ces lieux-là. Donc un de ces lieux s'appelle l'Académie des futurs leaders, et j'en étais une membre du jury, et donc du coup j'ai vu passer pas mal de candidats qu'on a interrogés sur leur motivation et tout ça. Et donc avec ce type de profil que je viens de décrire, donc à chaque fois je demandais aux candidats en question, donc si je comprends bien, votre intention c'est de vous présenter aux élections législatives à venir, oui c'est ça. Et à chaque fois je leur disais, et vous voulez pas adhérer à un parti pour le faire ? Ah non, c'est hors de question, non, vraiment les partis c'est pas possible et tout ça. Et en fait je me sentais obligée à chaque fois de leur dire, mais d'accord, mais en fait, c'est comme si vous mettiez une charge de 300 tonnes sur le dos au moment de courir un 100 mètres, quoi. Je veux dire, c'est parce qu'il faut refaire un truc potentiellement. Si vous y allez tout seul. Alors, je sais bien qu'Emmanuel Macron a donné l'impression que sans appartenir à aucun parti, etc., en sortant de nulle part, on pouvait devenir président, mais c'est pas vrai. Il sortait pas de nulle part, etc. Mais donc, du coup, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut quand même s'astreindre à entrer dans un dispositif politique qui, en l'occurrence, au début, s'appelle un parti, s'appelle des réunions de section, s'appelle militer pendant quand même un certain temps pour acquérir une légitimité, s'appelle s'astreindre à participer à une primaire quand il y a plusieurs candidats, etc., etc., pour un jour se présenter dans une circonscription
en espérant qu'elle soit relativement gagnable, parce qu'au début, on commence toujours par vous présenter dans des trucs ingagnables. Donc, cette série de codes, c'est l'expérience, mais c'est cette série de codes et de règles implicites qui font qu'en réalité, pour changer le profil des gens, et comme tu disais, il faut passer par toutes ces étapes-là. Et ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps, mais en même temps, il faut se retrousser les manches dès maintenant pour dire, alors, ok, on est quelques-uns là, on y va massivement, on fait de l'entrisme en quelque sorte, dans le parti qui nous paraît quand même le plus proche de nos valeurs, évidemment, mais pour le changer de l'intérieur. Et souvent, la jeune génération, en fait, est plus pressée que ça. Elle est plus pressée que tout ce mécanisme que je viens de dessiner. C'est vrai que le débat changer de l'intérieur ou changer de l'extérieur, il est clé, je pense, pour le sujet qu'on traite là. Genre une évaluation, je ne sais pas si ça peut se faire vraiment, mais entre le moment où on rentre éventuellement dans un parti et le moment où éventuellement on peut arriver dans les moments en haut, quoi, ça se passe en 5 ans, 10 ans, 15, ça se passe. Alors, mon cas n'est pas forcément représentatif parce que je dirais que moi, c'est peut-être aller plus vite. Non, c'est de la chance aussi. Enfin, je veux dire, il y a du travail, évidemment, mais je veux dire, c'est aussi de la chance à un moment donné. Mais sans être représentative, tu vois, moi par exemple, j'ai adhéré à un parti au lendemain du 21 avril 2002, donc l'élection présidentielle et l'arrivée du Front National au soir du premier tour. Donc vraiment, ça a été le déclic pour moi. Et je me présente pour la première fois aux législatives en 2007. 3, 4, 5, 6, 7, donc 5 ans plus tard. Mais je ne suis pas représentative. Il y a des gens pour qui ça va prendre beaucoup plus longtemps. Il y a des gens, coup de chance, qui vont arriver à un moment où, je ne sais pas, on va chercher tel type de profil de la société civile, etc. Et donc, ça va aller plus vite. Ce qui caractérise quand même tous les gens autour de cette table, c'est le fait de ne pas se satisfaire simplement de son sort à soi. Parce qu'en fait, finalement, il y a quelque chose peut-être de plus confortable à se dire, mon horizon, c'est que moi j'aille bien, que ma famille proche aille bien. Et que financièrement ça tienne la route, c'est plus confortable. Mais quand on est un insatisfait des dysfonctionnements du monde, de la société, du pays, etc., généralement on essaie d'aller au-delà et c'est ça l'engagement à mon avis, c'est la bonne définition. Et moi j'ai une question pour toi, ça a été dur pour toi d'arrêter ou tu l'as vécu comme un soulagement? Je suppose que c'est plus nuancé. Franchement c'est plus nuancé, c'est-à-dire que... on se le dit depuis tout à l'heure, mais la politique, parfois, ça... Non, mais d'abord, parfois, ça ne tient pas ses promesses. Tu vois, c'est pas au rendez-vous de la vertu, de l'intérêt général, etc. Et donc, par exemple, en l'occurrence, moi, ce sur quoi elle n'a pas tenu ses promesses, c'est je n'avais pas imaginé que de polémiques, en fake news, etc., c'était aussi il y avait des moments où ça devenait insupportable, quoi. Je veux dire, les combats n'étaient pas à armes égales, n'étaient pas vertueux. Je veux dire, j'étais absolument tout à fait prête au combat politique, d'un camp contre un autre, etc., d'une vision contre une autre. Mais pas déloyale. Mais pas la déloyauté, le côté tu dois te défendre en permanence de trucs que tu n'as pas fait, et puis ça t'occupe, ça t'encombre l'esprit, matin, midi, soir, week-end compris, tout le temps, pendant des années. Donc, alors, je vous rassure quand même, à côté de ça, il y avait un côté hyper exaltant, c'était génial. J'ai adoré évidemment les 2 ministères en particulier que j'ai occupés, qui étaient le ministère des droits des femmes et celui de l'éducation nationale, évidemment. Mais voilà, il y avait aussi la face sombre du tableau. Donc du coup, quand ça s'arrête, d'une certaine façon, tu es quand même aussi soulagé de pouvoir retrouver une forme de tranquillité d'esprit, de ne pas être obligé de te demander à la moindre actualité, mon Dieu, il va falloir que je réagisse là. Tu fais encore des revues, tu lis des revues de presse, tu fais des revues de presse. Oui, mais plus dans mon activité d'aujourd'hui comme ONG, quoi. Et puis après, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment quitté, la politique, dans le sens où on ne peut pas dire que, tu vois, je dirige WAN, donc on en a parlé tout à l'heure, je préside France Terre d'Asile sur les questions de droit d'asile. On ne peut pas dire que ce n'est pas de la politique. C'était pas le sens de ma question. Non, mais les médias posent parfois cette question et je ne comprends pas parce que si c'est... Bien sûr. Enfin, voilà, c'est évidemment de la politique, ça aussi, mais c'est autrement. Ça rejoint ce que tu disais, que ce n'est pas considéré comme de la politique. Et vous aussi, moi je considère que vous aussi vous faites en quelque sorte de la politique. Il y a très peu de gens qui ne font pas de politique en vrai. Et ça, c'est mon point de vue. Sur les sujets féministes, enfin, justement, j'ai relu tout ce que tu avais fait. Bon, c'est la petite minute admiration personnelle. Franchement, je suis en totale admiration sur tout ce que tu as lancé. Et en fait,
moi, je ne me souvenais pas forcément de toutes ces initiatives, tu vois. Finalement, je trouve ça un peu injuste parce que... ça passe, quoi. C'est-à-dire les gens oublient. Mais c'est toi qui as lancé énormément de choses sur les violences faites contre les femmes. Après, par exemple, Marlène Schiappa, elle a eu beaucoup de relais médiatiques, etc. Alors que finalement, c'est toi qui avais lancé toutes ces initiatives et qui ensuite ont fait des petits, et tant mieux, hein. Mais je n'avais pas ce souvenir-là. Alors, il y a une chose que tu apprends en politique, c'est à ne pas compter sur la mémoire ou la reconnaissance, sur la gratitude, etc. Et à savoir, honnêtement, que ce qu'il reste à la fin, c'est toujours plus les polémiques que les trucs positifs. De toute façon, les trucs positifs, les réformes positives que tu fais ramènent rarement des gens dans la rue avec des banderoles disant merci. C'est trop bien, c'est tout le problème. Mais en fait, je pense qu'on s'y fait. Enfin, en tout cas, il y a un moment où tu te dis je le fais pas pour ça. Et par contre, donc ça c'est pas prise de tête. En tout cas pour ce qui me concerne, je veux dire, j'en veux pas aux gens d'avoir oublié. En revanche, ce qui est prise de tête et ce que je n'aime pas, c'est quand il y a un retour en arrière. Alors, d'une part, quand il y a un retour en arrière, mais surtout quand d'autres vont utiliser les mêmes mots que toi, mais pour ne pas faire en réalité, ou prétendre faire tout en ne faisant pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que du coup, là, tout se mélange. Tout se mélange dans l'esprit des gens. Ils n'ont pas conscience de... Je vous en donne un exemple très précis, mais sans faire de politique partisane, mais juste un exemple précis. Par exemple, quand j'étais ministre des Droits des Femmes, je décide de traiter le sujet des pensions alimentaires impayées. Il y avait beaucoup après séparation de couple, de femmes qui auraient dû recevoir une pension alimentaire de leur ex-époux pour leurs enfants et qui ne la recevaient pas. Et qui, en fait, c'était un calvaire pour ces femmes que de devoir aller courir après cette pension alimentaire. C'était devenu un sport national, ces impayés. Et donc, du coup, j'avais créé... par la loi, donc c'est pas compliqué de retrouver l'information, hein, je ne vois pas comment je pourrais mentir là-dessus. J'avais créé ce qu'on appelle une garantie contre les impayés de pension alimentaire qui permettait en fait que ce soit la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui verse à la femme en question directement l'argent de la pension alimentaire et que ce soit la CAF qui se retourne contre le mauvais payeur pour récupérer son argent. Et bien, donc, alors même que ce truc que je vous raconte est écrit dans la loi, c'est la loi du 4 août 2014, dite égalité réelle, eh bien, quelques années plus tard, Marlène Schiappa notamment, etc., dans ce gouvernement-là, en 2017-18, va prétendre créer, inventer ce mécanisme contre les impayés de pension alimentaire. Et comme les gens ont la mémoire courte, que les médias vont pas faire du checking et compagnie, eh bien, je pense que beaucoup de gens y croient. Et moi, je fulmine devant ma télé parce que je me dis, mais en fait, c'est pas possible. Il y a bien quelqu'un qui va dire, mais en plus, c'est même pas par... mais c'est juste pas de la vanité. Voilà, c'est pas de la vanité, mais c'est juste pour dire, mais à la limite, créer un autre truc, comme ça, on se complète. Intéressez-vous à un sujet qui n'a pas encore obtenu de réponse. Mais en fait, c'était voté et appliqué déjà. Mais oui, mais c'était insupportable, c'était juste dingue en fait. Ils n'ont même pas changé un petit truc? Mais non. Genre c'est toujours la CAF qui verse ça? Ah ouais, c'est toujours la CAF, ouais. Donc c'est vraiment des effets d'annonce. Et moi, des effets d'annonce, j'en ai vu un nombre depuis quelques années. C'est ça que j'aime pas, c'est le côté un peu cotonneux où voilà, on prétend des choses qu'on fait pas. Puis après, du coup, les citoyens se disent, ils ont annoncé tel truc, ça n'a pas été fait. Et ils mettent tous les politiques dans le même sac. Merci beaucoup, c'était super de faire votre rencontre.